Chers amis fidèles à JJMB Congo Afrique Monde, bonjour et bonsoir. Vous êtes bien sur votre chaîne qui vous donne des informations sur des sujets d'intérêt sur l'Afrique et la République démocratique du Congo et pourquoi pas de temps en temps le monde. Nous émettons de Johannesburg en Afrique du Sud en plusieurs langues, le français, l'anglais et bientôt le Chiluba, le Lingala, le Kikongo et le Swahili. Aujourd'hui, nous allons explorer quel type de démocratie ou tout autre système politique qui serait idéal pour la RDC à défaut de celle-ci. Est-ce que la RDC doit-elle créer son propre système de démocratie adapté à sa propre réalité et différent du système occidental? Le système à l'occidental a-t-il été à la base de tous ces malheurs depuis 1960 et a-t-il été un piège qui a été volontairement construit autour et s'est nourri sur les lignes tribales pour empêcher les Congolais, comme dans la tour de Babel, à venir ensemble et se concentrer sur leurs ressources abondantes et tant convoitées? Nous allons nous pencher sur tout cela dans quelques instants. Restez branchés. Quelle est parfois la conséquence de copier sans trop réfléchir des systèmes politiques tout faits sans tenir compte de la réalité sur le terrain? Eh bien, une perte considérable de temps que l'on n'a pas souvent et bien d'autres choses aussi fâcheuses lorsqu'on est un pays qui doit faire face à l'urgence et l'ampleur des besoins sociaux comme nous les avons et que ces pays sur lesquels nous nous référons ont plus ou moins le luxe de ne pas faire face. Et malgré le bon sens que leurs démarches inspirent, ce bon sens ne l'est que dans certaines conditions. Lorsqu'un enfant tombe dans une rivière, le bon sens voudrait qu'un bon nageur saute dans l'eau pour le sauver avec le risque de le voir emporté par le courant s'il n'y a pas de volontaire. Et le premier réflexe d'un bon parent aurait été de sauter d'abord avec juste l'assurance qu'il est plus grand et plus fort que le petit. Parlons donc de la démocratie à l'occidentale. Est-ce que la démocratie à l'occidentale est adaptée à la situation du Congo, de l'Afrique et à la mentalité de sa population qui était habituée au respect du chef et à travailler en harmonie et dans la discipline? Lorsque nous nous référons sur tout ce que nous avons vécu depuis nos indépendances et au Congo depuis 1960, c'est un sujet de débat, de grand débat, et qui demande toute une émission, rien que pour lui, et que nous vous promettons de faire dans une vidéo consécutive à celle-ci, en deuxième partie. Mais d'emblée, nous pouvons dire que les Congolais et les Africains ont plutôt besoin de beaucoup de discipline et de travail à mettre dans leur développement et ainsi de la concentration. Et pour y arriver, est-ce que la démocratie à l'occidentale, marquée par les beaucoup de guerres de mots, des calculs politiciens, etc., s'apprête-t-elle à ces objectifs du Congo ou de l'Afrique? Le Congo peut-il s'offrir le luxe de parler des élections, depuis l'élection d'un président qui sera toujours contesté par l'opposition jusqu'aux élections suivantes, et ce cercle vicieux de continuer? Est-ce que la démocratie à l'occidentale qui semble n'être possible que quand on a déjà bien mangé et qu'on peut maintenant s'occuper un peu pour question d'hydrélanine, est-il donc un piège contre les Africains pour les diviser et les distraire autour de la ligne tribale? Est-ce que le Congo peut se permettre de commencer à l'âge de la pierre taillée avec toute la distraction et les dégâts qui l'attendent sur le parcours qui prendrait une centaine d'années d'apprentissage comme il a été dans les pays dits de vieille démocratie qui par ailleurs ne l'ont toujours pas eu encore parfaite jusqu'à ce jour, comme faire des derniers événements malheureux du Capitole après les dernières élections aux États-Unis. S'agissant de l'homme politique congolais, quel est
le profil qui en a découlé et qui a fait que rien n'a pas marché au Congo pendant longtemps, jusqu'il y a à peine 4 ans, et a été à la base de tant de distractions. Quel est aussi le profil du simple Congolais en général depuis 1960, si l'on peut comme ça réussir à les dépeindre. Les politiciens congolais, pas tous bien sûr, mais beaucoup, ont toujours pensé à tort qu'ils sont dans une sorte de jeu d'échecs où ils doivent coûte que coûte en sortir vainqueurs, quels que soient les moyens utilisés pour y arriver, quel que soit le manque d'intérêt qu'ils ont ou de vision qu'ils ont pour penser développer profondément le Congo et aussi le manque d'un vrai amour pour sa population. Beaucoup sont dans ce jeu tout simplement pour avoir tôt compris ou appréhendé qu'il y a des honneurs, des relations et la bonne vie au bout du tunnel. Et ainsi, beaucoup n'hésiteront pas de trahir le Congo pour avoir ou s'accrocher à ce pouvoir et serviront souvent de proxy aux intérêts étrangers qui sont toujours aux aguets et ont toujours un œil d'aigle sur les richesses formidables de ce pays. Cela, bien sûr, amène beaucoup de distractions et de bruit lorsque la bonne foi n'y est pas et quand celui-ci devient le meilleur jeu dans le pays. Dans son livre intitulé Le futur, Al Gore, ancien président des États-Unis, a noté qu'après le secteur des mines, qui a subi une véritable razzia, c'est le tour des terres arables de la RDC de faire l'objet d'une ruée à l'échelle internationale. 48%, ou plutôt 49% des 120 millions d'hectares de terres arables que compte le Congo-Kinshasa sont déjà cédés aux étrangers. Un véritable bradage qui se fait malheureusement, dénonce l'ex numéro 2 sous Bill Clinton au détriment du peuple congolais. Une redéfinition donc s'impose. Scandale géologique, la République démocratique du Congo n'a pas cessé de séduire. Qui eût imaginé, au-delà de ses mines et de ses forêts, la RDC pouvait attirer autant de convoitises pour ses terres arabes. Et sur ce point précis, la RDC a été bien dotée par la nature, parce qu'elle en compte environ 120 millions derrière le Brésil. La RDC, c'est aussi de larges étendues de terres fertiles et propices à l'agro-industrie, une bénédiction de la nature ou de Dieu. Les conditions climatiques favorisent le déploiement à grande échelle des activités agricoles toute l'année. Malheureusement, le peuple congolais n'en tire pas le meilleur parti. Pourquoi ? Parce que son élite, toutes tendances confondues, s'embourbait dans des disputes politiques internes. Ceux qui disposent du regard de l'aigle ont vite fait d'anticiper, mafieux ou pas, ces investisseurs étrangers à la recherche de nouvelles sources d'enrichissement n'ont pas tardé pour prendre pied en RDC. Leur flair les a renseignés que ce grand pays au centre de l'Afrique est un nouvel Eldorado où terres rares et terres arables font ménage. Dès lors, ils préviennent la désertification qui guette des pays tels que l'Arabie Saoudite, la Chine, les États-Unis. Les terres arables et partant l'agriculture se feront de plus en plus rares dans un avenir pas très lointain. Dans cette recherche de la survie, la RDC est au centre de nouveaux enjeux internationaux, d'autant que le Brésil est un pays pas facile d'accès. Le Congolais, lui, pour maintenant parler du peuple, comme dans une môle, il n'a fait que subir ces différentes forces qui n'étaient que trop lourdes et qui ont façonné un homme dans la direction où l'on voulait l'emmener pour ne pas être un frein au plan de spoliation du pays pour ses richesses par différents prédateurs locaux et internationaux. Il fallait lui donner beaucoup de musique et l'attirer vers l'inutile. Et comme un être qui a perdu toutes ses capacités à s'occuper de lui-même, il a toujours rêvé dans le fond de son esprit d'une personne, d'un Moïse qui viendrait l'aider à les retrouver et remettre de l'ordre. L'importance du sujet est justement pour dire que si vous ne vous occupez pas de choisir le bon système politique, il va s'occuper de vous.
parce que comme le courant d'une rivière, il pourrait vous emmener là où vous ne voulez pas aller, comme là où vous vous êtes retrouvé jusqu'il y a à peine 4 ans, soit presque 60 ans. Le bon système politique est comme les parois construites en béton pour canaliser la rivière dans la bonne direction. La rivière, c'est tout un peuple que l'on amène vers une meilleure destination. Et pourquoi donc l'actualité doit être dominée par les combats politiciens de mauvaise foi, de la distraction et de beaucoup de bruit pour rien, plutôt que d'avoir réellement un vrai intérêt dans une réelle gestion de la cité, donc du vrai développement et du travail, ce qui demanderait plutôt des débats scientifiques et non pas des débats terre à terre. La faille est-elle donc dans l'homme congolais ou dans la forme des systèmes politiques que nous suivons? Peut-être les deux, le premier ayant été la conséquence du second, puis ont interagi dans le temps pour nous donner différents types de monstres. Quel genre de système éviterait cette distraction? Quel type d'homme faut-il dans ce nouveau système que nous voudrions idéal? Sans parler de ces dérives qui étaient nombreux et désagréables, ne vous semble-t-il pas que président Mobutu avait eu une bien meilleure opportunité de changer le pays parce que la discipline régnait et les gens marchaient au pas avec son système de parti unique, mais alors où a-t-il failli? Mon avis, en gros, est qu'il s'est plutôt occupé de son image, de son pouvoir et n'a pas mis le peuple au travail, alors qu'il en avait l'opportunité, comme nous l'avons dit, et le charisme, en créant les opportunités qui habilitent l'homme à produire, en habilitant avec des biens, des compétences et les libertés nécessaires pour atteindre cet objectif. L'une des démocraties proches à ce que les Africains avaient avant la colonisation dans leur royaume est la démocratie à la chinoise. Serait-elle plus appropriée? Le rapport du 20e congrès national du Parti communiste chinois, ou PCC en sigle, a souligné l'importance capitale de faire avancer la démocratie populaire dans son ensemble et de veiller à ce que le pays soit dirigé par le peuple. La démocratie populaire est l'élément vital du socialisme à la chinoise et fait partie intégrante des efforts déployés par la Chine pour bâtir un pays socialiste moderne à tout égard. Comment comprendre la démocratie chinoise? Selon Victor Gao, président de la Yellow School Association of China, d'un point de vue philosophique, aucun pays au monde n'a le monopole de démocratie. Toute démocratie se doit de fonctionner et le seul test décisif de la démocratie est sa capacité à générer des avantages tangibles pour le peuple. La transformation économique complète et profonde qu'a connue la Chine au cours des 4 dernières décennies n'aurait pas été possible sans la participation active du peuple chinois au processus de prise de décision. Bien que le PCC en Chine soit le parti au pouvoir, chaque citoyen est toutefois encouragé à faire davantage pour le pays et à proposer des idées, des suggestions et des recommandations pour l'améliorer. Si on représente la Chine comme une voiture, alors toutes les routes de ce véhicule sont alignées dans la même direction et avancent en synchronisation et en coordination les unes avec les autres. Bien qu'il soit appelé par certains médias occidentaux le porte-parole du Parti communiste chinois, Victor Gao n'est en fait pas membre du PCC, mais d'un parti démocratique chinois. Gao a été consulté à de nombreuses reprises au sujet des projets de rapport du gouvernement et de nombreuses initiatives gouvernementales, principalement au stade de leur élaboration. Grâce à son expérience en tant qu'avocat, banquier, professionnel du capital investment et professeur, Gao a soumis de nombreuses recommandations politiques dont certains ont été examinés et acceptés au plus haut niveau du système politique chinois. Fort d'une formation universitaire en politique comparée, Gao souligne que chaque pays a le droit de choisir sa trajectoire de développement. Les diversités et les caractéristiques uniques des différents pays devraient rendre l'humanité plus forte. Quant à la Chine, il estime qu'elle est différente de nombreux autres pays.
notamment des pays occidentaux. La seule chose qui compte est de savoir si la démocratie à la chinoise sert l'intérêt fondamental du peuple chinois. Gao fait remarquer que le 20e congrès du parti est une nouvelle consécration de cette conviction fondamentale et un nouvel engagement à parvenir à une modernisation complète du peuple chinois et à réaliser le rêve du grand renouveau de la nation chinoise dans les décennies à venir. Nous écoutons ici M. Gao pour ceux qui veulent entendre comment ce grand homme s'exprime et ce qu'il dit. Il parlait à la rencontre de leur union ou association Cambridge, je crois. Il parle en anglais sur la situation de Hong Kong et la Chine lorsque les choses étaient encore très chaudes et je vais résumer un peu en français. Et ce qui nous intéresse ici, c'est comment il parle de la démocratie et d'un état de droit. Et il insiste qu'il n'y a pas de démocratie sans le respect de la loi. Sinon, on tombe dans la démocratie, oui, crasse ou folie. Il insiste aussi que les deux, avec les droits humains, sont clés. Je vous rappelle que ceci, il le disait toujours, avec la vision que la Chine a son propre type de démocratie et que chaque pays a le droit et devrait avoir son propre système politique adapté à sa propre réalité et que c'est cette diversité qui devra être mise à contribution pour donner un monde meilleur. Suivez. We can imagine to come. Martin also mentioned that democracy is important. I'm a firm believer in democracy. I'm a firm pursuer and promoter of democracy. Please allow me to finish my point, then I'll come back to your question, sir. Without democracy, there will be no modernization. And without democracy, you cannot explain the tremendous amount of transformation which has taken place in China for the past 41 years, which has lifted more than 800 million people out of poverty. And that number is more than all the amount of people lifted out of poverty since the beginning of the Industrial Revolution started here in Britain. Democracy is important, but allow me to mention, democracy without rule of law will be democracy. It will soon degenerate into chaos and anarchy. Human rights are important. I will fight against anyone who wants to take away my human rights. But human rights without democracy, human rights without rule of law will degenerate into disorder and anarchy. So, please agree with me. When we talk about democracy, when we talk about human rights, always think about rule of law. These are Siamese twins. They cannot live without each other. We also know when the British left Hong Kong in 1997, allow me to talk about the truth, the British did not leave behind too much democracy in Hong Kong. That's a fact. But let's give the British what they deserve. They did leave behind a deeply entrenched rule of law tradition, and that has served as the backbone of Hong Kong ever since then. Now, whether democracy in Hong Kong is perfect, I don't think so. There's always room to further promote democracy in Hong Kong. But do you want to promote democracy at the cost of rule of law? Allow me to emphasize one point. You cannot achieve democracy by smashing rule of law. The better way for Hong Kong is to promote democracy and protect human rights by committing to rule of law rather than going the other way. Therefore, we may have differences about the political situation in Hong Kong. We may have questions or answers or challenges about the situation in China. But also allow me to mention one point. The situation in China today is much better than 41 years ago. And the situation in Hong Kong today. Bien.
Prenons une petite pause avec cette musique relaxante et ces images nous venant de la Chine. Et quand nous reviendrons, nous allons conclure avec cette vidéo qui est une première partie sur une série d'émissions sur notre sujet. Ceux de nos amis qui veulent avoir l'intégralité anglaise de cette intervention de M. Gao peuvent suivre le lien que nous posterons dans la description. Suivez et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, nous venons ici d'avoir une première idée d'un autre type de démocratie autre que la démocratie à l'occidentale. C'est la démocratie à la chinoise et pourquoi les Chinois pensent que leur système politique est une démocratie mais différente et plus
discipliner, ce que j'ai tendance à accepter parce qu'après tout, si l'objectif dans les deux cas est de se choisir des dirigeants qui doivent représenter les aspirations du peuple dans les institutions des débats politiques pour les Occidentaux et plutôt scientifiques pour la Chine, ne peut-on donc pas le faire comme les Chinois, c'est-à-dire en communion d'esprit avec une discipline et ainsi avec plutôt un débat scientifique autour de la gestion de la cité plutôt que des débats qui apparaissent émotionnels de la part des Occidentaux dans leur parlement et parti. Cependant, la grande faiblesse à craindre dans cette démocratie chinoise, que l'on pourrait bien le considérer être comme une voiture avec des roues qui regardent toutes dans une même direction et donc plus facile à conduire dans la direction voulue, la faiblesse, dis-je, pourrait apparaître dans la façon dont les décisions finales dans la direction à prendre pourraient être prises après que tout ce travail de proposition d'idées est fait par la base, par les populations ou ses représentants directs, et se fait de façon unilatérale par un organe au-dessus de tous ou de façon démocratique. Et quel est l'organe supposé contrôler ce cerveau, indispensable à la fixation de la direction à prendre? Pour que ce système soit efficace et marche, le cerveau doit être composé des meilleurs d'entre ceux formés dans l'idéologie populaire. C'est ce que la Chine, je crois comprendre, et tant mieux pour eux, est en train de faire. Les décisions les plus importantes de la Chine sont prises par les 25 membres du Politburo ou bureau politique du Parti communiste et son comité permanent composé de 7 membres. Immédiatement après le congrès national du parti, le comité central nouvellement élu doit approuver une liste de membres du Politburo et de ceux qui siégeront à son comité permanent. Nous allons dans la deuxième partie, dans la vidéo qui va suivre, sur le système politique pour la RDC ou les Africains, entrer plus en profondeur, voir comment les représentants chinois sont élus ou choisis, comment les décisions sont prises pour réussir à gérer positivement une population de plus de 1,4 milliard d'habitants de la façon extraordinaire dont la Chine l'a fait. Lorsque nous reviendrons, nous parlerons aussi en profondeur de la démocratie à l'occidentale, de la monarchie et comment l'Afrique était gérée avant l'arrivée des colons. Et tout ça afin que se dégage la meilleure voie à suivre par les Africains, les Congolais, face à leur réalité. Merci d'avoir été avec nous. Le rendez-vous est donc pris pour bientôt pour la deuxième partie. Entre-temps, n'oubliez pas d'aimer, de souscrire, partager et commenter pour nous aider à vous emmener chez vous, dans vos fauteuils, des informations encore plus excitantes et d'encore plus de qualité. Merci de rester fidèle à JJMB Congo Afrique Monde. Nous vous disons donc au revoir et bien de bonnes choses chez vous. Au revoir.